Cette présentation intitulée Commentaires en marge pour marginaliser examine les mécanismes d'évaluation et de contrôle exercés à travers les annotations des enseignants sur les compositions des élèves dans le contexte éducatif colonial. Ces annotations en marge des textes imposent des normes strictes qui marginalisent toute originalité. Nous examinons l'influence de ces mécanismes sur les pratiques des élèves et leur agentivité, fréquemment disqualifiés, ainsi que leur rôle dans la marginalisation des élèves au sein du système éducatif colonial réunionnais. L'Arche sacrée, selon Lucas, désigne le lycée Lecomte de Lille comme un symbole prestigieux de l'histoire éducative réunionnaise, centrale dans la formation des élites locales et perçue comme un sanctuaire où l'excellence et les idéaux coloniaux sont transmis et protégés, consolidant ainsi son statut d'institution emblématique pour la Réunion. Le lycée Lecomte de Lille symbolise également l'assimilation au modèle éducatif français en reproduisant fidèlement les programmes métropolitains, tandis que hors du lycée, les réalités locales, donc on parle bien ici d'infrastructures limitées, de diversité sociale, créent des tensions mises en évidence lors du congrès intercolonial de l'enseignement dans les colonies de 1931, qui souligne la nécessité d'adaptation sans compromettre pour autant les ambitions républicaines. La première question s'intéresse au processus de formation de l'élite à l'école coloniale réunionnaise, en examinant les mécanismes qui favorisent la reproduction sociale. Ensuite, l'attention se porte sur les logiques didactiques en jeu. Comment les méthodes et pratiques pédagogiques révèlent-elles les traces de l'activité d'enseignement-apprentissage? Enfin, la dernière question s'intéresse, elle, à la manière dont les élèves s'adaptent à ces normes strictes imposées en jonglant entre les exigences et leur propre stratégie d'apprentissage. Alors, vous avez face à vous les enjeux de l'étude. Nous analysons les annotations des compositions écrites pour décrire la manière dont les enseignants exercent leur jugement dans un contexte éducatif colonial entre 1927 et 1946. L'objectif est de montrer comment ces enseignants définissent et imposent la norme scolaire à travers leurs annotations. Et nous modélisons les dynamiques d'agentivité des élèves en analysant comment ils réagissent et parfois contestent les attentes normatives à travers leur stratégie. Le plan est somme toute classique, il s'articule autour de 3 parties en suivant la démarche face à vous. La partie 3 est consacrée aux résultats et est divisée en 2 sous-parties. La première sous-partie présente une typologie des annotations des enseignants extraites du corpus, permettant de catégoriser leurs commentaires. Et dans la seconde partie, nous proposerons des extraits de corpus qui mettent en évidence l'agentivité des élèves pour illustrer la manière dont ils s'approprient et réinterprètent les normes édictées dans leur production écrite. D'après Bourdieu et Saint-Martin, le jugement professoral repose sur des catégories d'entendement qui, comme le soulignent Pernoud et Becky, reflètent le curriculum formel enseigné aux élèves. Pour Broncard, les discours des enseignants sont influencés par le contexte social et les relations de pouvoir. Les travaux sur les annotations dans les copies d'élèves à l'école élémentaire de Boré et Boredon, en 2018, montrent qu'elles orientent directement ou indirectement les actions des élèves. Des élèves qui, comme l'écrit Moret-Petrini, développent des stratégies pour réinterpréter ou transformer les tâches imposées par la norme scolaire, témoignant ainsi de leur pouvoir d'agir. Alors la méthode, comme vous pouvez le voir, repose sur 3 axes d'analyse. Il s'agit dans un premier temps de définir à partir des annotations et des critères des enseignants ce qu'est une copie idéale. Cela inclut les attentes en termes de contenu, de forme et principalement d'orthographe. Le second axe s'intéresse aux appréciations globales et aux annotations marginales et directes laissées par les enseignants. Cela permet de comprendre la nature des commentaires, qu'ils soient évaluatifs, correctifs ou suggestifs, et de voir comment ces annotations participent à la construction du jugement professoral. Enfin, le dernier envisage de repérer les traces laissées par les élèves pour contourner les attentes et exprimer leur propre point de vue. Cela inclut des réécritures, des annotations ajoutées par ces élèves ou encore des tentatives de justification. Cette méthode permet d'appréhender la relation complexe entre les exigences des enseignants et les stratégies des élèves face à ces attentes normatives. Ce schéma illustre les processus de dialogisme différé
qui s'établissent entre le professeur et l'élève dans le cadre d'une évaluation scolaire, notamment par le biais des compositions écrites. Le processus débute par le professeur qui propose un sujet d'évaluation en accord avec le curriculum prescrit. C'est le programme officiel fixé par les instances éducatives. Ce sujet constitue la base des attentes institutionnelles pour l'évaluation et il oriente ce qui sera enseigné et évalué par la suite. L'élève répond en naviguant entre les attentes explicites, c'est-à-dire les contenus enseignés, et les attentes implicites, comme les valeurs associées à ces savoirs. Cela implique une gestion subtile entre ce qui est clairement demandé et ce qui est sous-entendu dans l'évaluation. L'élève lit, interprète ses remarques et ajuste ses stratégies d'apprentissage, créant ainsi un cycle d'ajustement continu. Les élèves manifestent des stratégies d'adaptation pour naviguer entre les attentes du système scolaire colonial et leurs propres capacités. Cette agentivité montre leur capacité à s'approprier ou à contester les jugements professoraux en essayant de reproduire ou de contourner les normes scolaires imposées. En définitive, ce processus dialogique manifeste la tension entre les transmissions des savoirs scolaires et la construction du sens par les élèves dans un contexte colonial. Il met en évidence des résistances subtiles et la manière dont les élèves cherchent à trouver leur place dans un système rigide. Alors, le corpus est constitué de 1156 copies d'élèves des classes du petit lycée, le Comte de Lille. Il s'agit ici des classes de 9e, 8e et 7e, dont on pourrait dire qu'elles correspondent aujourd'hui aux classes de CE2, CM1 et CM2, de 1927 à 1946. Ce corpus a été extrait des archives de la série T, dite instruction publique. Les copies ont été trouvées soigneusement classées par notes et par classe, et certaines avec un classement explicite des élèves, et elles couvrent principalement des matières comme l'orthographe, l'histoire, la géographie, le calcul, sachant que l'orthographe est surreprésentée dans notre corpus. L'idéal type de la composition repose sur la restitution exacte de la leçon et la maîtrise de la langue française. Cette norme élitiste ne tient pas compte des particularités des élèves, que ce soit l'absentéisme, les difficultés d'apprentissage ou encore leur langue maternelle, et seul l'écart par rapport à cette norme est valorisé ou sanctionné. L'apprentissage est principalement centré sur la mémorisation et la rigueur en orthographe, en calligraphie, et laisse peu de place à l'expression personnelle. Les annotations des enseignants, souvent injonctives, imposent ces normes et influencent directement le comportement des élèves. Alors, nous vous proposons ici une typologie des appréciations chapeau, qu'on pourrait également intituler appréciation générale ou encore appréciation globale. L'analyse des annotations révèle une répartition distincte des types d'appréciation. Nous appuyons ici sur les travaux de Boré et Borédon en 2018, sur les 462 appréciations chapeau extraites du corpus, 217 occurrences appartiennent aux appréciations axiologiques. Ces commentaires transmettent des jugements de valeur sur la qualité des travaux. Alors, excellente composition, mauvais devoir, nul. Ils sont les plus fréquents et permettent aux enseignants d'évaluer globalement les compositions en attribuant un qualificatif qui reflète leur perception de la valeur du travail. 187 occurrences sont assertives. Elles portent sur la conformité des copies aux normes scolaires, désordre, incomplet, manque de régularité. Ces annotations évaluent la structure des textes, le respect des consignes et la maîtrise linguistique. Elles peuvent se présenter sous forme affirmative, négative, ou encore par des actes de langage indirects. 54 d'entre elles visent à donner des instructions ou conseils sous forme d'injonction ou suggestion. Lire la question avant d'y répondre, se relire pour voir si l'on n'a rien oublié. Le but est bien de pousser l'élève à accomplir une action précise, dirigée. 37 occurrences sont expressives. Elles traduisent l'émotion du professeur face au travail de l'élève. Je m'attendais à mieux de vous. Il faut lire la note pour se rendre compte de la valeur de l'élève. Vous avez la note ici face à vous, sur cette première photo. Paresse ou manque d'intelligence? L'enseignant ici se questionne et renvoie la question à l'élève, bien évidemment, et à sa famille. Ces annotations ne sont pas seulement évaluatives, elles expriment aussi le ressenti personnel de l'enseignant. 16 occurrences sont promissives, elles encouragent l'élève à poursuivre ses efforts malgré ses erreurs. Attentif et appliqué, arrivera à bonne fin.
En somme, les annotations révèlent un jugement professoral qui s'appuie principalement sur des jugements de valeur et des évaluations de conformité, tout en utilisant des directives pour orienter l'élève et les expressives pour transmettre un ressenti émotionnel. Les promissives, bien que minoritaires, jouent un rôle décisif dans le soutien et l'encouragement. Les annotations marginales jouent un rôle central dans l'évaluation de l'effort fourni par les élèves, mais elles peuvent aussi marquer des jugements plus sévères et symboliques. Valorisation ou disqualification de l'effort, les commentaires en marge tels que très bien, nul ou incompréhensible traduisent un jugement immédiat sur la qualité du travail. Ces termes sont négatifs. Lorsqu'ils sont négatifs, expriment souvent l'exaspération de l'enseignant face à des erreurs répétées ou un manque de compréhension. Lorsqu'un commentaire comme incompréhensible est associé à une note sévère, un 0 par exemple, il fonctionne comme une sanction qui peut affecter négativement la perception de l'élève sur ses propres compétences. Certains commentaires, comme l'utilisation d'un non pour disqualifier une réponse, témoignent d'une volonté de l'enseignant de réaffirmer son autorité sans fournir d'explication. Ce type de rétroaction exprime une forme de frustration qui peut provenir d'un manque de temps de l'enseignant ou bien encore d'une difficulté à corriger certaines productions. Des termes comme inutile disqualifient les tentatives des élèves d'apporter un effort personnel ou une touche d'originalité. En un mot, ils écartent toute valeur de l'effort produit par l'élève et réaffirment le contrôle de l'enseignant sur la production de l'élève. Les annotations directes dans le texte peuvent se présenter sur plusieurs formes, telles que la correction d'erreurs, les signalements ou les réécritures. La correction totale consiste à réécrire complètement un mot ou une phrase, tandis que la correction partielle intervient sur des détails précis, des pluriels manquants par exemple ou des fautes d'accord. Les enseignants signalent souvent les erreurs sans les corriger immédiatement, notamment en dictée ou en calcul. Ce type de signalement pourrait avoir une fonction pédagogique, inviter les élèves à identifier et corriger leurs erreurs eux-mêmes, dans le but de favoriser l'autonomie. Les réécritures effectuées par les enseignants peuvent modifier de façon significative le contenu original. Elles intègrent souvent la voix de l'enseignant, soulignant l'écart entre la production de l'élève et les attentes académiques. Alors, nous vous présentons ici les artefacts d'agentivité. Les diapositives précédentes présentaient le point de vue de l'enseignant. Ici, il s'agit du point de vue de l'élève. La première photo montre la consigne, conjuguée au passé composé de l'indicatif avec un sujet masculin, le verbe partir. Sur la deuxième photo, l'élève a répondu « Nous avons parti à Saint-Pierre ». Ce qui ressort ici, c'est que le verbe partir est conjugué en suivant le modèle créole, où l'auxiliaire avoir est utilisé au lieu de l'auxiliaire être. De plus, l'utilisation de Saint-Pierre, une ville de la Réunion, est barrée par l'enseignant. Cela illustre bien la manière dont les localismes et les structures propres sont rejetés dans le cadre scolaire, imposant aux élèves de se conformer aux normes du français métropolitain, excluant ainsi des spécificités culturelles locales. Dans ce deuxième artefact d'agentivité, le processus de réécriture pour se conformer, l'élève se voit dans l'obligation de se relire pour vérifier qu'il n'a rien oublié. La moindre omission est sanctionnée. L'exemple du remplacement de empereur d'Allemagne par des princes allemands illustre des ajustements exigés pour aligner le texte sur les attentes de l'enseignant. Chaque mot doit correspondre précisément au vocabulaire attendu, ce qui limite bien évidemment l'agentivité de l'élève et sa capacité à exprimer sa propre compréhension. L'élève peut se lancer dans l'activité de rédaction en réinterprétant la consigne ou en faisant des omissions, révélant une tension entre l'exigence de conformité et les difficultés d'apprentissage. En résumé, les annotations professorales agissent comme des guides stricts qui contraignent l'élève à se conformer au modèle prescrit, réduisant ainsi l'espace d'expérimentation et d'originalité dans la production écrite. Le dernier exemple d'agentivité, on assiste ici à une rupture du contrat didactique. L'élève dépasse le prescrit en ajoutant des détails supplémentaires qui ne sont pas attendus dans la réponse. Par exemple, au lieu de simplement définir l'édit de Nantes, il étend sa réponse en fournissant plus de contexte historique et en développant des éléments périphériques. Conséquence, disqualification potentielle. Ces ajouts ne sont pas valorisés, comme l'indique la notation. Les détails inutiles n'augmentent pas la note. Cette remarque montre que le professeur perçoit cet enrichissement comme un écart aux consignes plutôt qu'un signe de maîtrise accrue. En choisissant d'aller au-delà
des attentes, l'élève prend le risque de voir ses efforts disqualifiés, car cela peut être interprété comme une tentative de se soustraire aux exigences initiales. Cette prise de risque est symptomatique d'une tension entre la volonté de se démarquer et la peur de ne pas répondre strictement aux consignes académiques. L'analyse donc met en évidence le fonctionnement d'un système éducatif colonial, rigide et normatif, où la moindre déviation par rapport aux attentes établies par l'enseignant est systématiquement marginalisée. Les commentaires professoraux traduisent une volonté de maintenir une stricte conformité aux normes scolaires, laissant peu de place à la diversité des performances ou des expressions individuelles des élèves. Malgré cela, les élèves manifestent une forme d'agentivité à travers des stratégies subtiles pour contourner les attentes rigides, bien que ces tentatives soient souvent désespérées et vouées à l'échec. En définitive, l'agentivité des élèves, pourtant essentielle dans la construction de leur identité, est disqualifiée par ce système illustrant les limites d'un modèle éducatif colonial, uniformisant et répressif. Les compositions écrites constituent les seules sources exploitées ici. Elles n'offrent donc une vision partielle des dynamiques d'enseignement-apprentissage au sein du lycée. Elles reflètent un instant figé de l'évaluation, mais ne rendent pas compte de l'ensemble du processus pédagogique. Il faut tenir compte également du contexte spécifique de l'entre-deux-guerres, une période de transition à la fois pour le lycée, mais également pour la Réunion, où des enjeux politiques et sociaux ont pu influencer les pratiques éducatives. Enfin, l'étude est basée sur des éclats de corpus. Elle présente donc une limite en termes de généralisation. Ces exemples sont certes éclairants, mais ils ne suffisent pas à offrir une vue d'ensemble complète des pratiques éducatives du lycée. Pour approfondir cette recherche, nous pourrons investir d'autres éléments de corpus, comme les rapports d'inspection, mais également les parcours des enseignants et également des bulletins de punition des élèves, qui pourraient approfondir la question de la marginalisation par la sanction, en montrant comment le contrôle disciplinaire participe à la régulation des comportements des élèves. À travers cette étude des compositions écrites, on observe donc un système éducatif colonial très rigide. Les annotations des enseignants manifestent toute expression qui s'écarte de ce modèle. Ce contexte n'empêche pas les élèves d'essayer de contourner ces attentes par des stratégies subtiles. Ce que cela nous montre, en définitive, c'est que le modèle ne se contente pas de juger les performances, mais conditionne également les comportements, renforçant les hiérarchies sociales et d'exclusion. Les références sur lesquelles je me suis appuyé pour bâtir, nous nous sommes appuyés pour bâtir cette communication. Becky, Boré, Boredon, Bourdieu et Saint-Martin, Broncard, Lucas, Moret-Petrini, Pernou. Merci de votre attention. Merci beaucoup Cédric pour cette présentation de ce qu'on pourrait peut-être appeler initier une forme d'archéodidactique ou de paléodidactique, même, qui effectivement revient à la mode, notamment c'est chez les sociolinguistes.